Bonjour à tous et bienvenue dans Parole d'Agri, le podcast qui vous raconte la vie de nos agriculteurs. Aujourd'hui, vous allez écouter un des agriculteurs du CIVAM AD72. Je le laisse donc se présenter. Je suis Anthony Vasseur, installé comme moi sur une ferme laitière. J'ai 33 ans, je suis installé depuis le 1er janvier 2017. Et avant, j'ai été un peu salarié en élevage et un peu salarié dans un groupe en agriculteur biologique. À la suite de ma licence pro en agriculture biologique. Et avant ça, j'avais réalisé un peu un parcours classique pour s'installer. Le bac techno-agricole et BTS Axe. Pourquoi le métier d'agriculteur ? Alors du coup, je suis fils d'agriculteur. J'ai pendant un moment hésité à m'installer. J'avais même fait une année de licence STAPS, sport. Et puis ça m'a manqué quand même, donc je suis revenu, on va dire, à ce métier-là. Et puis dans l'idée de pouvoir choisir ce que je faisais, et d'évoluer dans un environnement et d'avoir un métier, on va dire, qui change un peu tous les jours quand même. C'est pas tous les métiers où on peut se permettre d'avoir des pratiques différentes tous les jours. C'est pas très lassant comme métier. Comment tu as découvert le CIVAM ? Pour le CIVAM, mon père était déjà adhérent au CIVAM depuis plusieurs années et du coup, naturellement, je suis allé voir au CIVAM et puis parce que ça correspondait à ce que je voulais pour le système de la ferme dans lequel on était déjà et dans lequel je voulais la faire évoluer. Donc, ça à savoir une ferme en système herbagé. Donc j'étais rentré une année avant mon installation en 2016 dans la formation système pâturant. Et du coup ça m'a permis de faire évoluer, approfondir les choses et de rentrer dans un groupe et avoir une dynamique. Dans le groupe, vous faites quoi comme action ? Il y avait la partie formation théorique et puis après échange de pratiques et puis essayer d'évoluer et puis après jusqu'à aller sur une analyse technico-économique de ce qu'on fait sur nos fermes. Et maintenant, quel est ton rôle au sein du CIVAM ? Alors maintenant je suis président du CIVAM depuis quelques années. Ça s'est fait un peu naturellement dans le sens où j'avais un peu de temps pour prendre des responsabilités, j'avais envie de m'impliquer, pas forcément beaucoup de candidats non plus. Et je trouve ça très intéressant parce que ça permet de rencontrer du monde, de s'ouvrir et puis de défendre un modèle d'agriculture qu'on veut. Et ça te prend beaucoup de temps, le CIVAM ? Alors, d'un point de vue temps, c'est pas très homogène sur l'année et sur les semaines, mais il y a des semaines où ça peut être 2-3 jours par semaine et d'autres semaines où il n'y a rien, quoi. Mais on va dire en moyenne, c'est peut-être une journée et demie par semaine, hors vacances, hors la période estivale où il n'y a rien et d'autres périodes où c'est beaucoup plus calme. Mais après, voilà, c'est parce que j'ai aussi envie de m'impliquer dans beaucoup de choses et que il faut qu'on soit représenté un peu. On essaie d'être représenté un peu aux endroits où on a la possibilité, donc ça demande du temps. Tu peux nous expliquer un peu l'historique de la ferme dans laquelle tu es ? Donc la ferme, c'est une ferme familiale depuis mon grand-père qui est arrivé ici au cours de sa carrière. Et à la suite de ça, mon père s'est installé. Il a racheté la ferme qui était en location du temps de mon grand-père. Il a fait évoluer la ferme vers un système herbagé à partir de 1994. Il avait fait des formations sur les systèmes herbagés. Du coup, il avait décommandé du maïs et pour diminuer la surface d'ensilage de maïs. En 2 ans, il est passé du système où il y avait une surface conséquente de maïs à un système tout herbe. Et après, on est aussi sur une ferme bio et du coup, on est passé en agriculture biologique en 1998. Donc, on est dans les premières fermes, quand même en Sarthe, à être passé en agriculture biologique. Et du coup, aujourd'hui, on est toujours sur une ferme, donc système herbagé, et du coup, j'ai essayé de faire évoluer le système pour l'optimiser. Donc, avec passage en monotraite depuis 2020, essayer d'avoir une part de pâturage encore plus importante, c'est-à-dire sortir les animaux encore plus tôt. Donc j'essaie de sortir les animaux début février et de les rentrer, on va dire, à Noël. Et si j'ai la possibilité, de les laisser pâturer tout l'hiver dehors, au moins une petite partie. Donc voilà, l'objectif c'est d'essayer d'aller au maximum pâturer.
Ok. Et le fait d'être en monotraite, ça te change beaucoup? Alors la monotraite, ça m'a... Enfin, alors le point négatif, c'est la production de lait, mais ça, je le savais. Et après, le gros point positif, c'est que enfin, ça donne une souplesse dans le travail. Et pour avoir, vu que je suis tout seul sur la ferme, pouvoir me libérer du temps pour les travaux dans les prés ou dans les champs, pour mes responsabilités extérieures, et puis après d'un point de vue vie de famille, ça donne une souplesse très intéressante. Ok. Du coup, pourquoi vous avez choisi d'être plutôt en bio? Le bio, moi mon père était passé en bio parce qu'une fois en système herbagé, il avait fait ce choix-là parce que c'était plus économique. Une fois passé en bio, en fait, il y avait dans le système dans lequel on était, il y avait très peu d'écart en termes de pratique par rapport à un système bio. Donc il est passé naturellement vers un système bio, quoi. Avec les problématiques au début, ils étaient labellisés bio, mais pas forcément une valorisation en bio, parce que c'était des années compliquées pour la bio dans les années début 2000. Et du coup, t'es dans quelle laiterie? Donc du coup, moi, je vends au groupement de producteurs Biolait, qu'on fait uniquement de la prestation collecte et revente à des clients. Donc je fais à peu près entre 60 et 80 000 litres de lait par an, donc j'ai un petit volume, quoi. Et une trentaine de vaches. Et c'est quoi comme type de vache que tu as du coup? Alors moi j'ai des vaches un peu croisées, plein de races, mais donc j'ai tout, de la jersiaise, de la cimentale, de la vosgienne qui arrive, avec un historique normand et montbéliard. Mais l'objectif c'est du coup d'avoir, enfin moi j'ai un modèle de vache, pas trop grande, pas trop maigre, enfin des vaches résistantes pour pouvoir pâturer un maximum de temps et du coup qui soient pas trop lourdes pour moins marquer. Et puis très résistantes pour pas avoir besoin de problèmes de veto ou autre. Et du coup, pour tout ce qui est insémination, tout ça, c'est toi qui les fais? Ça se passe comment? Alors du coup pour la repro, moi j'ai 2 taureaux sur l'exploitation, je fais 0 insémination. Et du coup j'ai un taureau pour les vaches et un taureau pour les génisses. Que je mets en simultané puisque je suis en vélage groupé de septembre-octobre. Et du coup je ferme la salle de traite sur les 2 mois d'été. Depuis un an là. Et ça c'est une évolution qu'il y a eu sur l'exploitation puisque j'étais en vélage groupé de printemps avant. Je faisais véler en février-mars. Sur l'hiver 2019-2020, j'avais fermé la salle de traite l'hiver. Et je me suis rendu compte que la période critique, c'était plus l'été que l'hiver. Du coup, dû au réchauffement climatique et aux épisodes de sécheresse plus souvent revenus. Et du coup, j'ai changé la période en décalant de 6 mois. Et du coup, ça t'a apporté quoi de décaler cette période? Et ça me permet d'avoir des animaux qui sont pas en production l'été quand il fait chaud et qui a potentiellement moins d'herbe. Et du coup, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir, sur ces animaux-là, faire ce qu'on appelle des stocks sur pied. C'est-à-dire, je garde des parcelles qui devraient être fauchées, que je fauche pas, en foin. Et du coup, comme ça, je les mets dedans, en pâturage au fil, pour pas donner de foin, de stock à ces animaux-là. Le pâturage, ça se passe comment? Donc pour le pâturage, pour les laitières, je suis en pâturage tournant dynamique, c'est-à-dire que elles ont un paddock qui dure 2-3 jours et en plus je mets un fil avant pour qu'elles aient un nouveau repas tous les jours. Et après sur les élèves, je suis plutôt ce qu'on pourrait appeler du techno-pâturage, fil avant, fil arrière. En pâturage 24 à 48 heures, je les déplace suivant les périodes et les parcelles et les lots, quoi. Enfin, Et c'est quoi les objectifs pour ta ferme que tu as dans les années qui arrivent? alors l'objectif c'était de rationaliser le temps de travail en lien avec le revenu. Aujourd'hui, le revenu, ça pourrait être un peu compliqué lié au prix du lait et au prix des céréales en bio, parce que je fais un peu de céréales aussi. Mais après, ramener autant de travail, je trouve que c'est correct, puisque j'ai un système qui est assez économe quand même en temps de travail, assez souple. Donc de ce côté-là, je suis à peu près réussi à atteindre l'objectif. Après, il y a toujours des évolutions possibles. Je réfléchis à d'autres choses, peut-être diminuer encore un peu en vache laitière pour élever un peu plus d'élèves sur la partie viande et rediminuer un peu la partie de culture. Pour essayer, pour mieux valoriser les élèves, enfin les veaux. Voilà, c'est des questions que je me pose et comment je peux faire
comment je peux gérer l'élevage des veaux en ayant plus aussi, quoi. Donc voilà, ça c'est des questions qui se posent, qui sont en cours. Faut que j'étudie tout ça. Ok. Et du coup, en culture, t'as quoi comme type de culture? Donc en culture, j'ai à peu près, on va dire 9-10 hectares de blé tous les ans, qui sont du blé panifiable, donc que je vends tout. Donc ça c'est pour, ça part en alimentation humaine, farine, entre autres. Et puis à côté de ça, suivant les années, j'ai on va dire 3 hectares d'avoine, ou cette année je vais avoir du maïs grain. Voilà, donc ça c'est plutôt destiné aux vaches laitières. Ok. Sur les évolutions que tu as pu faire dans les dernières années, par exemple passer en monotraite, est-ce que par exemple le CIVAM a eu un lien avec certaines évolutions que tu as fait? Alors sur la monotraite, non, c'est plus des discussions avec des gens, et moi ce que j'avais pu voir. Après sur l'optimisation du pâturage, on va dire que oui, ça permet de voir ce que d'autres peuvent faire et comment on peut conforter les choix. Rien que dans l'échange, même si d'autres le font pas ou qu'on voit pas ça dans l'échange, ça permet avec les autres agriculteurs, ça permet de voir si potentiellement c'est possible. Si eux y ont déjà pensé, si on a des pratiques qui peuvent marcher. Le but c'est que chacun apprenne de ce que peuvent avoir essayé les autres, ou fait, ou qui font encore, ou on va dire ça permet d'aller plus vite. Okay. Sachant que tout le monde fait pas la même chose exactement et tout le monde va pas au même rythme, mais ça c'est à chacun de s'adapter en fonction de ce que lui il a besoin et sa vitesse à lui, quoi. Et tu travailles avec d'autres partenaires Oui, moi je travaille, après sûrement juste les CUMA, on va dire. Après moi d'un point de vue technique, je travaille que avec l'Ostivam, et puis moi ce que je peux m'informer ailleurs, quoi, sur internet, sur tout ce que je peux voir, ce qui se passe. On va dire c'est comme ça que j'essaie d'évoluer. Et ça permet après des fois d'impulser des dynamiques au CIVAM, où on pourrait se dire tiens, j'ai vu ça quelque part, on pourrait se pencher là-dessus. C'est aussi comme ça qu'il faut faire évoluer les choses, quoi. Parce que du coup, c'est vous qui décidez comment évolue le groupe dans le CIVAM? Ouais, c'est ça. Du coup, c'est plutôt des montants. Donc, ça veut dire que c'est nous, à la base, les agriculteurs, qui faisons un choix de ce qu'on veut. Enfin, au niveau collégialement, on fait un choix de ce qu'on a envie de travailler comme thématique. Et du coup, ça permet d'être vraiment lié au terrain, quoi. Du coup, vous choisissez le thème et après, les filles travaillent sur tout ce qui est technique et tout. Voilà, c'est ça. Après, les animatrices font soit elles-mêmes de la recherche et un travail sur ce qui est technique, soit fait un choix d'intervenant pour répondre aux besoins et aux questions qu'on se pose, quoi. Pour aller plus loin et pour être plus technique, quoi. Et toi, sur ta ferme, t'as déjà accueilli des groupes oui, parce qu'au niveau du CIVAM, en fait, souvent, on essaie de tourner un peu soit sur les tours de prairie qu'on peut réaliser durant la saison de pâturage, soit au sein de nos groupes d'échange, comme on a pu faire au début pendant la formation, où on essaie de tourner après chez un peu tout le monde pour, ça permet les gens, quand ils viennent chez nous, ça permet aussi de remettre en question certaines choses, parce que des fois les gens peuvent se poser des questions, ça permet de faire évoluer les choses de ce point de vue-là. Et du coup, tu verrais ta ferme comment d'ici 5 ans, par exemple? Bonne question. Je pense que... Alors, du coup, c'est en pleine réflexion quand même. Déjà, comment va évoluer le climat encore plus. Et oui, peut-être essayer de rediminuer. Aujourd'hui, j'ai 30 vaches, peut-être repasser à 25. Et élever un peu plus d'élèves et diminuer un peu la part de culture. J'avoue que j'ai plusieurs questionnements, il faut que je fasse des chiffrages et voir ce que ça peut donner, ou baisser progressivement et augmenter à côté les élèves. J'ai pas de vision, on va dire, sûre, sachant que d'un point de vue économique, ça va s'assouplir parce que je vais avoir des remboursements d'emprunts qui vont être finis. Donc ça donnera un peu plus de souplesse pour voir ce que je peux faire et comment on peut faire évoluer le système, quoi. Et si tu fais évoluer le système dans ce sens-là, niveau économiquement, ça te reviendra pareil? Après, j'ai pas encore fait tout le chiffrage, mais vu que je fais pas beaucoup de lait par vache, en fait, je pense que potentiellement ça peut marcher économiquement. Parce que si je fais ça, c'est dans la logique de faire du coup moins de stock encore, puisque sur tout ce qui est génisse élève, j'arrive à faire consommer moins de stock pour les vaches, puisque elles restent toute l'année dehors.
Et du coup, en faisant sur ces lots-là toute l'année dehors au pâturage, du coup, je peux peut-être économiser des heures de tracteur, du carburant. Donc on va voir comment ça se chiffre et comment ça peut être vu. Et ça se trouve, je perdrai pas beaucoup en lait si je fais juste, hormis ce que les élèves peuvent boire en lait, puisque c'est toujours un peu saturé au niveau bâtiment, et du coup peut-être que j'arriverai au bon chiffre par rapport à la dimension du bâtiment, quoi. Et est-ce que tu as un conseil que tu donnerais à un jeune qui voudrait s'installer dans l'agriculture ? Je lui dirais, faut aller voir ailleurs pour voir ce qui peut se passer, pour s'ouvrir l'esprit. Il peut venir au CIVAM. Et puis après, faut penser à tous les points, et en partie la partie temps de travail et astreinte notamment. Pas s'enfermer dans un système dans le sens où si on fait des gros investissements, des fois on peut être bloqué et on n'a pas trop de possibilités d'évoluer. Et si on en a marre, ça pose problème. Donc je pense qu'il faut pouvoir être assez entre guillemets malléable et pouvoir bouger assez facilement, quoi. Est-ce que toi tu priorises plus le côté gagner du temps et tout que le côté économique par exemple ? Bon, je pense que c'est un équilibre en fait entre les attentes de prélèvement et les attentes en termes de temps de travail. Après voilà, je veux une souplesse dans mon métier et je veux pas. J'ai aussi eu des expériences où je travaillais, il y avait beaucoup trop d'astreintes et c'est problématique et je trouve ça gênant parce que c'est tous les jours, quoi. Ouais. Donc si on peut réduire cette partie-là, c'est pas plus mal. Et du coup, tu arrives à te dégager du temps pour des vacances ou des week-ends ? Et du coup, historiquement, je partais à peu près une semaine en vacances par an et puis des week-ends. Et maintenant, du fait que j'arrête la traite l'été, j'arrive à partir un peu plus longtemps. L'été dernier, je suis parti entre 10 et 15 jours. Donc ça permet d'avoir cette souplesse-là. Et puis après des week-ends, oui, de temps en temps, quoi. Après, suivant ce que j'ai besoin en termes de week-end, moi pour faire du vélo, ce que je peux me permettre de prendre d'un point de vue, on va dire s'il y a que l'astreinte ou s'il y a des travaux dans les prés ou autre, où là, on part pas trop parce que faut que ce soit fait et suivant le climat, on n'a pas trop le choix des dates. Non, c'est juste par rapport aux installations. Je pense que c'est un beau métier. Il faut aussi avoir l'envie, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous motive dans le métier. Est-ce que c'est rentrer dans un système où on fait toujours la même chose et où on gagne correctement notre vie, ou est-ce que c'est aussi essayer de toujours évoluer, essayer de toujours avoir des projets parce que c'est plus motivant psychologiquement. Moi je sais que j'avance comme ça, et parce que si je suis dans un système entre guillemets en croisière, j'ai pas envie, en fait je sais que je vais m'ennuyer et c'est pas du tout ce que j'ai envie. Moi j'ai besoin d'avoir des changements et c'est ça qui m'anime entre guillemets, faire ma recherche à moi sur ma ferme, parce que je trouve ça plus motivant, quoi. T'aimes bien tout ce qui est essai et tout ça. C'est ça, ce que je peux faire, si je trouve des trucs qui marchent, de retenter, continuer, sans forcément faire de la recherche dans le sens où je note tout, mais voilà, d'un point de vue déjà visuel, je sais qu'il y a des choses, après je sais qu'il y a des choses qui marchent pas, donc voilà, c'est plutôt ce point de vue-là. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Encore merci à Anthony. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Paroles d'Agri.